Salut, moi c'est Nico. Salut, moi c'est PJ. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport au techno. Et aujourd'hui, on se demande comment Google est-il devenu si nul pour rechercher des informations sur Internet. Alors, deuxième épisode, ravi de te retrouver, mon cher Nico. On se demandait de quoi on pouvait parler et tu me disais que t'en avais marre de Google et que t'es passé sur DuckDuckGo pour Eh oui. rechercher ton information. Et là, j'avoue que ça a généré des débats et des discussions sur mais est-ce que Google est si nul? Et en fait, oui, Google est assez nul. Et donc voilà, on voulait un peu échanger sur le sujet. Donc, peux-tu déjà nous raconter comment t'es passé sur DuckDuckGo? Bah écoute PJ, en fait depuis une dizaine d'années, j'ai une petite tradition annuelle où au moins une fois par an, je me dis mais j'en ai marre de Google pour des raisons un peu éthiques, politiques, etc. Il y a d'autres alternatives. Je vais essayer de changer, essayer autre chose. Et donc tous les ans, j'essaye de switcher mon moteur de recherche par défaut sur DuckDuckGo. Et tous les ans, je rechange à Google parce que DuckDuckGo est vraiment trop nul. Sauf cette année où je trouve que Google est devenu tellement à chier que DuckDuckGo, et qui est toujours à chier, mais autant à chier que Google. Et donc du coup, j'ai fini par switcher. DuckDuckGo, peut-être qu'on peut expliquer un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, juste, je voulais dire quand même avant ça que une année, tu as quand même essayé d'aller sur Quant. Hein, je me rappelle très bien il y a quelques années. Quant, qui était censé être le Google français, qui a reçu énormément de subventions de la part de l'État français. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus maintenant. Je ne sais même pas s'ils existent encore. Pardon, parenthèse refermée. Ah là là, on les oubliera pas. Oui, donc DuckDuckGo, juste pour expliquer, parce qu'il y en a plein des alternatives à Google. On connaît surtout Bing de Microsoft. DuckDuckGo, donc c'est une boîte qui a été créée dans la fin des années 2000 et qui est un moteur de recherche qui est axé sur le côté vie privée, donc qui est respect de la vie privée, respect des données, etc. Donc c'est pour ça que j'ai essayé DuckDuckGo pour des questions éthiques, quoi. Mais bon, pour en revenir au résultat, c'est toujours la raison pour laquelle j'ai finalement pu changer et maintenant j'utilise un moteur qui respecte ma vie privée. C'est parce que les résultats de Google sont vraiment trop difficiles. Je ne sais pas ce que tu en penses, PJ, mais moi j'ai de plus en plus de mal à trouver ce que je veux. Je scrolle des pages et des pages de contenu générés par des fermes à contenu qui sont complètement nuls et je trouve ça très difficile. Bah, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, oui, je me retrouve souvent à la page 10, hein, mais c'est devenu tellement naturel maintenant que ça m'étonne pas vraiment. La question que je me pose, c'est est-ce que Google est-il devenu si nul? Ou est-ce que c'est le contenu qu'on recherche qui est introuvable? Ou est-ce que c'est peut-être moi qui suis devenu plus nul? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que j'ai développé plein de stratégies d'évitement ou plein de stratégies de contournement pour essayer que Google marche un peu mieux pour moi. Par exemple, j'aime beaucoup le forum mondial Reddit, qui est un espèce de réseau social ou un immense forum monde où chacun peut parler de ses passions et de ses intérêts. Et donc, il y a des forums sur à peu près tout. Et donc, il y a énormément de retours d'expérience quand tu veux acheter quelque chose de nouveau. Comme par exemple, je cherchais un nouvel aspirateur récemment et c'était impossible de naviguer. Et donc, en fait, je vais vers les avis individuels, par exemple sur Reddit, pour trouver quel aspirateur je voulais, ou en tout cas me donner un aperçu de ce qui existe. Et donc maintenant, par exemple, assez souvent, même très régulièrement, quand je veux des avis ou des retours d'expérience, je tape Reddit, puis ma requête sur Google pour tomber uniquement sur Reddit. Ça, c'est un bon exemple où Google est complètement inutilisable maintenant. Et ça, c'est dû au fait que de tout le contenu inutile qu'on doit naviguer. Il y a tellement de gens qui vont rechercher ces avis de comparatifs sur des aspirateurs. Moi, je m'intéresse beaucoup aux machines à café, je regarde beaucoup ces trucs-là. Et donc, il y a des millions et des millions de pages qui sont créées à bas coût, qui sont juste là pour attirer du trafic, qui sont couvertes de pubs, qui sont juste là pour attirer du trafic, générer des revenus sur la pub. Et ça inonde complètement. Et c'est des pages qui sont complètement optimisées pour monter dans les résultats de Google. Je pense qu'il y a deux côtés. Il y a le fait que ces pages sont optimisées et qui remontent plus haut, mais il y a aussi, je pense, le volume. Simplement le volume de pages de ces pages-là par rapport aux pages qui sont écrites par des vrais gens qui écrivent des avis, qui font des comparatifs. Il y a quelques années, j'étais en voyage en Inde, j'avais rencontré une meuf qui faisait ça son travail, c'était de créer du contenu pour des fermes à contenu. Elle faisait ça en gros sur le côté pendant qu'elle voyageait.
Et donc, elle avait un background de journalisme, et donc, mais elle était payée pas très cher pour écrire des articles bidons sur n'importe quoi, pour des sites bidons. Et c'était ça qu'elle gagnait sa petite thune comme ça, son argent de poche pour son voyage, quoi. Mais donc j'ai l'impression qu'on a tous, ce que je disais, on a tous, en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir un radar à ces trucs-là et que, en fait, même avant même de cliquer dessus, je vois sur le lien que me fournit Google que c'est juste pas crédible et que c'est, comme tu dis, un truc qui a été créé pour tromper Google. Mais donc la question c'est un peu celle de la poule et l'œuf, je trouve. Est-ce que c'est les contenus qui sont devenus si pourris parce que Google est si dominant, ou est-ce que c'est Google qui est devenu de plus en plus pourri, quoi? Ouais, pour revenir un peu au contenu, je trouve que c'est de moins en moins facile d'identifier ce qu'est du contenu pourri. Par exemple, moi, je prends un autre scénario où j'utilise Google, c'est pour trouver des recettes. Et je trouve ça hyper difficile de trouver des recettes maintenant parce qu'il y a tellement de blogs qui apparaissent dans les résultats et tu sais jamais si c'est des vrais blogs et des faux blogs. Et genre 90% c'est des faux blogs. Et alors tu arrives sur la page, tu cliques, tu vas avoir 5 pages de baratin avant la recette. Le blogueur ou la blogueuse va te raconter sa vie, je sais pas quoi. Et donc tout ça c'est fait pour attirer le trafic de Google, puisque Google va faire remonter plus haut des pages qui sont plus longues. Ça permet aussi de mettre plus de pubs sur la page, donc ça augmente les revenus, etc. Et moi je connais des blogs qui sont de recettes qui sont super bien. Par exemple, je fais du pain au levain à la maison. J'ai un blog que j'adore qui s'appelle The Perfect Loaf, qui est obligé d'adopter ce format-là pour pouvoir apparaître dans les recherches, pour générer des revenus, etc. Mais c'est pas un faux blog, c'est de l'excellent contenu, mais le format est le même que des faux blogs pourris qui sont générés à bas coût, quoi. Mon Dieu, donc en fait on est tous formatés Google. Vu comme ça, ouais, moi du coup ma stratégie de réponse là encore, parce que j'aime bien cuisiner, elle est diverse, mais je tombe sur un blog, je vais systématiquement dans les commentaires pour voir, et maintenant il y a encore des faux commentaires aussi pour donner le truc plus crédible de la page blog, etc. Mais bon, tu arrives quand même assez vite fait à voir si c'est des faux ou des vrais commentaires, de par notamment le nombre et de par s'il y a des réponses, etc., etc. Mais surtout, en fait, j'ai un peu des sites web dont je sais qu'ils sont éditorialisés et qui vont me proposer des bonnes recettes. Par exemple, le Guardian, en Angleterre, propose des recettes traditionnelles. Par exemple, j'adore, ils ont une recette de la moussaka qui est absolument épatante. Ils ont interviewé une femme d'origine grecque qui donne la recette de sa grand-mère. Cette recette est géniale. Pareil pour les pâtes carbonara, par exemple, où il y a encore un site web anglais qui s'appelle BBC Good Food, que tu m'as fait découvrir d'ailleurs, où là, ils ont une espèce de vaste librairie de recettes. Et donc, en fait, oui, effectivement, maintenant, quand il s'agit d'avoir une recette... Ou alors, mon dernier truc, c'est que ma mère a un Evernote avec un dossier avec plus de 400 recettes dedans qu'elle a glané au fur et à mesure du temps. C'est la version des vieux grimoires ou des vieux bouquins de recettes des grands-mères, quoi, si tu veux, version digitale. Et donc, systématiquement, quand je veux une recette, je vais d'abord rechercher un mot-clé dans l'album Evernote qu'elle m'a partagé pour voir s'il n'y a pas un truc. Mais effectivement, je ne passe par Google pour trouver une recette, parce que je déteste Marmiton ou tous ces trucs qui sont des sites web d'agrégateurs, et je n'ai aucun intérêt à ne serait-ce que les regarder, parce que je sais que ce sera toujours un échec. Alors Marmiton, je trouve ça génial, parce qu'à chaque fois que je vais sur les recettes, toutes les recettes ont 5 étoiles, c'est super. Et puis après, tu vas dans les commentaires et tout le monde est là genre... Génial, la pâte à crêpes à ma façon, super recette, trop bien. J'ai mis 2 fois plus de beurre et la moitié de farine, génial. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors, c'est marrant ce que ta stratégie pour les recettes, parce que si on reprend ce que tu dis, tu reviens un peu dans le temps. Là, on est parti du OK, Internet, il y a les blogs, tout le monde peut publier son contenu, etc. Après, tu dis genre, maintenant, je reviens aux médias traditionnels, le Guardian, la BBC, pour découvrir des recettes. Et après, tu reviens encore plus loin. En fait, non, je le demande à ma mère. Donc, j'ai l'impression qu'on remonte un peu le temps là où on est pour retrouver du contenu qui soit authentique. Bah oui, on arrive un peu. Enfin, je sais pas. Tu peux tirer ce trait pour plein de trucs. Aujourd'hui, on fait plus confiance aux individus qu'on connaît, qui vont nous recommander quelque chose qu'on valorisera plus. Enfin, je sais pas. Et en même temps, moi, je suis assez classique en termes de consommation des médias et des trucs. J'aime l'idée qu'il y ait des gens qui éditorialisent et qui sélectionnent des choses, plutôt que de me dire qu'il y a un agrégateur qui choisit pour moi selon des critères qui m'échappent, quoi. Voilà. Donc c'est peut-être une stratégie d'évitement principale. Et c'est un peu la même manière
manière avec Reddit, où en fait, c'est des vrais gens qui vont parler de leur vraie expérience, alors que je ne les connais pas, et je ne sais pas si je serais d'accord avec eux, mais au moins, j'ai des retours d'expérience qui ne sont pas juste un truc qu'on veut me vendre, et voilà. Mais pour moi, c'est un peu une des sources du problème avec tout ça, c'est la commercialisation du web et le fait que tout doit générer de l'argent. Et c'est ça qui fait que tous les sites du monde entier doivent faire du SEO, donc optimiser le site pour être haut dans les résultats de Google, pour générer du contenu à partir des publicités. Et Google est jugé partie là-dedans, puisque Google gagne son argent sur les publicités, bien sûr sur google.com, mais aussi énormément sur, on sait un petit peu moins, mais Google est la plus grosse régie de publicité sur site tierce. Donc, tout ça, c'est un peu, comment dire, si tu prends un peu de recul, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et on en arrive à cette situation-là, quoi, où de moins endroits qui sont non commerciaux, qui sont protégés de tout ça. Même Reddit, au final, faut faire gaffe parce que des fois, il y a aussi des marques elles-mêmes qui vont aller poster des faux commentaires, etc. Donc, il faut être constamment... et on perd le côté du web des débuts où avec... n'importe qui peut publier des recettes ou des avis ou n'importe quoi et on a accès à tout ça, quoi. Et là, c'est devenu très, très difficile d'avoir accès à tous ces trucs. Tout à fait. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me rends compte, j'ai vraiment développé un espèce de adblock dans la vraie vie. Ou en tout cas, j'ai tellement intégré les stratégies pour essayer d'aspirer ou d'avoir l'attention de Google et donc notre attention que j'ai mis en place des choses pour y répondre. Et c'est pas seulement vis-à-vis de Google, c'est les avis Amazon ou c'est les avis sur Google Maps, par exemple. Tu regardes des avis, mais en fait, maintenant, c'est clair qu'il y en a plein qui sont payés ou alors que c'est des gens qui connaissent le commerce et qui veulent et que le commerce leur demande de mettre des 5 étoiles, quoi. Donc, je regarde les gens qui publient les avis, s'ils ont publié au moins 5 avis, sinon je prends pas en compte ce qu'ils disent. J'essaie de voir des avis qui sont en général les 3 étoiles ou les 4 étoiles et pas les 5 étoiles ou les 1 étoile. Enfin, on est vraiment... Ouais, c'est un peu... En fait, quand tu y penses... c'est un peu un enfer. Mais donc, c'est peut-être ça, en fait, si on revient à Google qui t'a fait changer sur DuckDuckGo, et moi, ça m'intéresse quand même de savoir. Si c'est si nul, est-ce que tu l'utilises quand même? Ou en fait, tu as arrêté d'utiliser les moteurs de recherche et tu passes par autre chose Ouais, en fait... à part pour connaître la date de naissance de Staline ou que sais-je, quoi. Enfin, voilà. Ouais, en fait, j'essaye de plus en plus. Là où avant, mes habitudes, c'était vraiment pour n'importe quoi, je vais sur Google par défaut, quoi. De plus en plus, j'essaye de me dire, OK, pour ce genre de requête, je vais aller vers ça. Pour tout ce qui est factuel, par exemple, je vais aller sur Wikipédia. Et Wikipédia, d'ailleurs, ils ont une super appli. Ah bon? Ils ont une appli? Ils ont une appli, ouais, qui est vachement bien. Comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Très bien. L'instant tech. Donc, ouais, tout ce qui est, genre, si je veux voir la filmographie de quelqu'un ou une date, en tout cas, je vais sur Wikipédia. Parce que je sais que de toute façon, si je vais sur un moteur de recherche, il va me sortir Wikipédia. Donc, il y a ce genre de truc. Après, il y a aussi, comme tu disais, pour tout ce qui est avis, si je veux lire des opinions de vrais gens, entre guillemets, comme toi, je cherche sur Reddit. Donc, voilà, quoi. Et puis après, c'est vraiment... comme toi avec tes recettes où tu vas chercher sur le Guardian ou BBC Good Food, c'est développer un peu une connaissance des sites spécialisés sur tel ou tel truc où tu vas chercher, quoi. Mais ça demande du temps, quoi, et ça enlève... Et tout ce travail-là, c'était le travail des moteurs de recherche, quoi. Et j'ai l'impression que, pour moi, en tout cas, alors, je retourne un peu à un monde d'avant Google, où c'était difficile de trouver l'information et fallait utiliser des listes de sites qui étaient maintenues manuellement par des gens. Fallait utiliser différents moteurs de recherche qui étaient pourris. Et fallait faire un peu sa sauce comme ça. Et je me retrouve un peu à faire ça, quoi. Ouais, je me rappelle. Pré-Google, j'avais ma base de données d'images où j'enregistrais les images que je trouvais sur Internet. Et Google Images a complètement révolutionné mon monde parce que c'était plus nécessaire de faire ça. Et maintenant, j'y reviens un peu où je sauvegarde des images qui me plaisent aussi sur mon téléphone parce que je trouve Google Images, j'ai beaucoup de mal à trouver. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête, mais pour des œuvres d'art ou des images d'une œuvre que j'aime beaucoup, pour qu'elles soient en bonne qualité en termes numérisés, etc., c'est aussi un peu la croix et la bannière. Mais un autre truc qui me revient aussi, c'est que même Google essaye et fait de la propre concurrence au contenu qu'il est censé promouvoir et pour gagner de l'argent, grosso modo. Parce que Google, oui, je lisais, c'est 90, voire plus de 90% de monopole en fonction des régions dans le monde, etc. Et c'est aussi l'agence de pub principale du monde entier.
Mais donc maintenant, sur Google, tu n'as même plus à cliquer sur les sites web. Tu as les fameux, je ne sais plus comment on appelle là, mais les fameux menus où tu as la question et tu peux cliquer sur le truc et tu as la réponse dans Google avec la source si tu vas aller voir. Et bien souvent d'ailleurs, cette source est complètement pourrave en fonction de ce que tu recherches. Hein. Mais ouais, c'est aussi une tendance qui est intéressante. Ou même, moi, dans le cadre du boulot, on a développé aussi des stratégies de Search Engine Optimization, donc ce que tu disais SEO là, pour améliorer notre visibilité sur Google. Et au final, bah oui, un des principaux problèmes auxquels on fait face, c'est le fait qu'il y a une compétition de Google qui ne renvoie plus vers notre site web, mais juste qui intègre dans certains trucs directement dans ses menus à lui, quoi. Hein. Et alors, comment on sort de tout ça ? Le monopole de Google incentivise tout le monde à créer du contenu d'une certaine manière qui rend le problème de pire en pire. Comment est-ce qu'on sort de ça ? Bah, j'ai envie de dire, on laisse le truc se cracher. Je sais pas, c'est comme Marvel, quoi, non ? À un moment donné, il y a un trop-plein et les gens, ils vont plus et ils vont arrêter. Non, je sais pas. Non, évidemment, ce qui me vient en particulier, donc Google, ça fait 25 ans, là, ils ont 25 ans cette année, ils ont 25 ans de succès et de faire une thune pas possible grâce à leur algorithme secret qu'ils ont créé à l'université et à essayer bon ça c'est un autre sujet, mais à essayer de gagner de l'argent avec plein d'autres produits et qui sont systématiquement cassés la figure. Mais ça c'est un peu une opinion, mais non, je me rappelle que là au début de l'année, il y a eu ChatGPT qui a fait une entrée fracassante, qui a pénétré dans mon entourage comme j'ai jamais entendu ça, et on en parlait absolument partout. Je me rappelle de journalistes qui disaient qu'au sein de Google, ils ont lancé, je cite, une alerte rouge parce qu'ils ont senti leur principal business complètement mise en risque, challengée de la part de ce ChatGPT. Et c'est vrai que tout autour de moi, tout le monde a essayé et les gens ont plus ou moins des usages plus ou moins poussés. Ils voient aussi les limites. Enfin, moi, je suis allé à un mariage il n'y a pas si longtemps et j'essayais d'avoir un peu des idées pour d'avoir une base pour après pouvoir écrire un discours, quoi. La base que m'offrait ChatGPT était absolument désastreuse. Mais il y a une approche qui est différente. Il y a une approche genre, je vais te pré-mâcher le boulot à partir de sources que je te donne pas forcément, mais on revient dans une espèce de forme de facilité. J'ai l'impression qu'on avait au début avec Google. Je sais pas ce que tu en penses, quoi. Mais pour moi, c'est le truc qui a un peu qui a changé la donne là récemment. Et oui, ça tombe là au début il y a quelques mois, mais je me rappelle pas d'un tel séisme dans la recherche dans ces, je sais pas moi, 5 dernières années au moins, voire je pourrais même aller plus loin. Ouais, non, je pense qu'il faut un changement de paradigme là, parce que tous les concurrents de Google, ils ont essayé, c'est de faire une autre version du moteur de recherche, mais qui a les mêmes problèmes, qui est jamais aussi bien que Google, et que même si demain tout le monde utilisait Bing à la place de Google, ça changera rien, quoi. Mais oui, non, c'est intéressant, ChatGPT, ouais. Moi, j'ai un peu du mal avec l'utilisation en mode recherche, parce que tous ces langages, ces large language models, ils sont très mauvais à donner des informations vérifiées. Donc souvent tu leur demandes des trucs, tu sais jamais trop si c'est vrai ou pas. Moi j'ai fait l'expérience il y a quelques temps, je passais des entretiens et donc je suis ingénieur en informatique et donc pour préparer l'entretien il fallait que je prépare un peu les algorithmes de base que j'avais appris à la fac. Il a fallu que je me remette pas un peu tout ça en mémoire et donc j'ai demandé à ChatGPT de m'aider avec ça et de me donner quelques exemples, etc. Et donc il m'a donné du code qui était complètement faux, qui n'était pas du tout ce que l'algorithme était. Donc du coup je suis revenu sur mes petites sources, comme on disait. J'ai mes sites spécialisés sur ce genre de sujet qui m'ont donné des bons exemples, qui m'ont permis de progresser. Donc pour moi ça a été un peu un échec là-dessus, mais c'est prometteur, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement Google, ça fait des années qu'ils ont ce genre de technologie, mais ils n'ont jamais rien sorti. Et là, ça les a poussés à sortir de la forêt, quoi. Le fameux Bard, que j'ai absolument pas utilisé, soit dit en passant. Parce que mais voilà, mais après ChatGPT, je n'utilise pas des masses non plus. Moi, je trouve que ChatGPT, c'est intéressant juste. Moi, je bosse plus dans le plaidoyer, dans les la com, les campagnes, etc. Et pour me permettre, encore une fois, de me donner du grain à moudre, quoi. Si j'ai besoin d'un bon titre ou si j'ai besoin d'une bonne comparaison, d'une bonne métaphore, etc., je vais demander. Et en général, ça me permet de trouver un autre truc ou si tu veux, de me faire partir. Mais j'ai jamais pris un exemple en tant que tel de ChatGPT que j'ai copié-collé dans un truc. Voilà. Et ce que je trouve plus prometteur et qui est plus utilisé maintenant de manière récurrente, pour revenir aux images, c'est les modèles d'intelligence artificielle, de générateurs d'images, quoi.
parce que tu peux vraiment arriver à illustrer des choses que tu as beaucoup de mal à illustrer sans ça, sauf avec des vieilles images stock, de manière un peu plus inventive, créative et de manière assez facile, quoi. Bon voilà, mais c'est un autre sujet. Mais là pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une plus-value, quoi. Et donc c'est peut-être, mais on parle de choses différentes, on parle de génération, de création de contenu. Spécifique, quoi. Donc on n'est pas sur ce à quoi sert Google, quoi. Ouais, mais ça empiète quand même sur une partie des usages, parce que par exemple, moi, j'ai un ami qui est prof qui utilise beaucoup Google Images pour prendre des images pour illustrer des trucs. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile pour lui maintenant d'aller sur générer des images tout seul plutôt que de passer une demi-heure à scroller Google Images pour trouver une image qu'il va pouvoir mettre dans son slide qui va être un bon exemple. Ouais, et pour l'avoir fait pas mal, je sais que c'est un enfer de scroller Google Images, quoi. Ouais, avec ces générateurs de texte et d'images basés sur l'IA, il y a un autre aspect qui menace Google et les moteurs de recherche en général. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la masse de contenu pourri qui est créé, existe juste pour attirer le trafic de Google. C'est qu'avec ces nouveaux outils, ça devient très facile et très peu coûteux pour les publieurs de contenu de générer du contenu optimisé pour la recherche et de faire ça à une échelle de masse. Et donc, si Google ne trouve pas de solution à ça, d'ici à quelques années, ça va être impossible de s'y retrouver dans le raz-de-marée de spam et de contenu de basse qualité généré par l'IA. Ouais. Et en parallèle de ça, il y a de nouveaux usages qui se développent en dehors du web. Par exemple, on parlait de recettes tout à l'heure. Je vois de plus en plus autour de moi des gens aller chercher des recettes sur TikTok maintenant. Ou bien j'ai une collègue qui est allée passer un week-end à Paris récemment. C'est vers TikTok qu'elle s'est tournée pour voir quel resto cool checker, quels endroits valent la peine d'aller visiter, etc. etc. Pour finir ce deuxième épisode, c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression. Je serais curieux de savoir ce que les gens qui nous écoutent ont, parce que si ça se trouve, en fait, pour eux, ça leur va tout à fait. Et ils continuent d'utiliser Google, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'un côté, on resserre vers des têtes de réseau qu'on connaît, dont la crédibilité est su, ou alors d'aller vers des plateformes où on peut avoir un échange d'expérience qui est peut-être moins biaisé. Et de l'autre côté, on s'oriente vers d'autres usages de la recherche en ligne et d'autres services qu'on peut avoir, quoi. Voilà. Et de là à savoir ce que va devenir Google, j'en ai aucune idée, quoi. Ils ont peut-être des, à mon avis, ils doivent se ronger un peu les freins, quoi, hein, parce que leur poule aux œufs d'or là, encore une fois, c'est peut-être un peu comme Marvel. Je sais pas si la comparaison te parle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Peut-être qu'on pourrait avoir une section après où les gens nous laissent des messages vocaux où ils échangent un peu sur leurs usages à eux. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, si vous voulez nous faire part de vos expériences, vous pouvez nous écrire à podcast@l'instantech.com, tout attaché. Bon, Nico, merci et surtout amuse-toi bien sur DuckDuckGo. Moi, je continuerai à être frustré sur Google, ma foi. Juste pour finir sur DuckDuckGo, la killer feature de DuckDuckGo, c'est que c'est très très facile de te orienter sur Google. Point d'exclamation G et hop, ça t'envoie sur google.com. Donc c'est sans doute la meilleure feature qu'ils ont. En restant sur DuckDuckGo ou non, ça te redirige sur Google? Ça te redirige sur Google. Mon Dieu, ok, très drôle, je savais pas. Et ben voilà. Merci Nico. Salut PJ.